Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce 10e épisode de Dans de relève. Thomas Lafont à l'animation, en compagnie de Dory Doré et Philippe Gendron. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien certain. Ça va très bien, merci. La saison qui est officiellement en branle, on peut dire. On a maintenant une dizaine de games sous le capot environ. On a beaucoup de choses à parler dans ce premier épisode. On va faire un retour sur l'actualité des 2 dernières semaines environ dans le baseball majeur. Il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que vous avez écouté un peu de game depuis le début de la saison? Oui. J'en ai écouté beaucoup. Ben, j'ai surtout, moi, pour ma part, j'ai surtout écouté les Yankees, les Blue Jays, bien sûr. Honnêtement, les games qui passent à la télé, là, parce que c'est pas toutes les. Ouais. Pas toutes les équipes, mettons, qui sont disponibles, là. Mais surtout les Yankees et Jays. Jays qui étaient décevants, mais on va en parler plus tard. Ouais. Les Yankees aussi, dans le fond, dernièrement, les 2-3 dernières games, c'était pas super. Puis, ouais, non. J'ai quand même écouté quelques games au cours du week-end, puis dans la semaine. Toi, Phil? Je l'ai écouté un petit peu. Je n'ai pas écouté énormément, moins que j'aurais peut-être aimé, mais je pense que j'ai regardé quelques matchs. J'ai suivi un peu plus de loin que de devant ma TV, là, je dirais. Ah, ben écoute, on comprend ça. Hein. La fin de maîtrise fait en sorte que c'est pas super facile pour toi. C'est pas idéal d'écouter du baseball en même temps, mais là, maintenant que tu vas l'avoir, que tu as remis, on espère que tu vas pouvoir suivre ça plus assidûment. Évidemment. La grosse histoire en ce début de saison dans les majeurs, c'est évidemment le système de la zone des prises automatiques, communément appelé le système des ABS. On va commencer avec ça cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ce système-là pour commencer la saison? Est-ce que c'est un succès selon vous? Ben moi, je peux commencer, mais je pense que c'est un succès au final, là. Je pense que dans tous les cas, je pense que tout le monde, que ce soit les joueurs, les officiels, les arbitres, les officiels et les arbitres, c'est la même chose, mais les entraîneurs veulent que la bonne décision soit rendue. Puis je pense qu'au final, c'est ce qu'on veut, là, d'avoir des francs succès. Puis personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à regarder des joueurs demander challenger des lancers qui étaient totalement dans la zone des prises, même pas proche. Donc ça, c'est un petit peu mon plaisir du moment de voir ça, là, de voir que les joueurs ne sont pas nécessairement pas aussi bons qu'ils le pensent, mais tu vois un joueur très confiant, tape sur son casque, super confiant, puis finalement, tu vois la reprise, c'est comme « Oh, OK ». Il aurait pas dû être confiant, mais il y a de l'autre côté aussi, là, on voit que parfois ils ont raison. Donc, je pense que c'est un succès, à 2 par match par équipe, tu choisis tes moments, fait que c'est pas très long, ça prend quelques secondes, puis on a ça. Donc, pour moi, je pense que c'est un succès, c'est pas totalement un robot, c'est ce que j'aime que ce soit, il y a encore l'effet de l'arbitre, mais c'est pas non plus, là, les joueurs ont un petit peu une décision à faire, là. Fait que pour moi, c'est un franc succès, là, jusqu'à date. Ben, moi, je vois du même côté que Philippe, là. Moi, j'aime ça. Un peu comme Philippe, j'aime ça voir quand il challenge ou voir quand l'arbitre a raison, quand le joueur n'a pas raison, voir sa réaction, à quel point il était loin ou pas loin. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup. J'aime aussi le fait que dans les matchs, je pense que c'est un match des Yankees, l'arbitre, il faisait beaucoup d'erreurs dans la zone quand la balle était super haute. Puis au fil du match, il s'est ajusté. Puis c'est ça que j'aime bien aussi du système, c'est que ça permet tant aux joueurs qu'à l'arbitre de s'ajuster au courant du match selon les erreurs qu'il fait ou selon les appels de l'arbitre. Donc, de ce côté-là, j'aime bien. Ça élimine les zones grises aussi. Puis, écoute, dans des fins de match, quand c'est super serré, d'avoir l'opportunité de pouvoir challenger, c'est sûr que ça peut faire une différence entre une victoire et une défaite, là. Tu parles d'adaptation. C'est sûr que pour les arbitres qui sont habitués d'avoir leur propre zone à eux pendant des années, de passer à une zone fixe des BS, puisqu'ils ils ont tout remesuré les joueurs pour que ce soit
soit uniforme, les zones de prise. Tu vois qu'il y a une certaine adaptation du côté des arbitres. Parlant d'un arbitre, je ne sais pas si vous avez vu, c'était dans la première fin de semaine de la saison. Parlant d'un arbitre qui semble pas être un fan du système des ABS, CB Buckner, qui n'a pas eu une première semaine très, très mémorable à Cincinnati, a vu 6 challenges être changés. Je ne sais pas si vous avez vu la séquence, quand Eugenio Suarez était au bâton, challenge sur 2 lancers consécutifs et les 2 lancers, les 2 prises deviennent des balles. La réaction de la foule, c'était complètement électrique. C'était digne de gros coup sûr en fin de match. Puis je pense que pour le baseball, je pense que le fait d'avoir la bonne décision comme que tu sais, Phil, ça peut juste être positif. Surtout quand tu arrives en fin de match ou dans les moments importants. En série, tu ne veux pas qu'une équipe perde à cause de ça. Par contre, maintenant que tu as la technologie de la zone des prises automatiques, est-ce qu'on se dirige vers un monde sans que l'arbitre lui-même donne le call? C'est quelque chose qui se fait déjà en Corée, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait venir dans la MLB? Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait venir, mais moi, je pense pas que ça va arriver. Là. Pour avoir vu quelques clips du baseball en Corée, on a vu des prises très curieuses, que ce soit un receveur qui s'installe à l'intérieur, une balle qui touche le coin extérieur qui est presque sur le bord de plonger pour attraper la balle, puis finalement, on voit une prise. Évidemment, oui, la balle est passée en zone des prises, mais avec un officiel derrière le marque, je pense pas qu'on aurait vu une prise dans ces lancers-là, mais je pense que les arbitres vont toujours être là. Ça serait selon moi, ça serait soit beaucoup trop long ou beaucoup trop compliqué. Une zone de prise, je pense qu'on veut avoir les arbitres, on veut qu'ils jouent une certaine partie aussi dans le match là, pour les 9 manches. Je pense que le 2 lancés par équipe, c'est sans dire que c'est la méthode parfaite, mais moi, j'irais pour 2-3 lancés que tu peux, 2 fois que tu peux te tromper, dans le fond. Puis moi, je pense que les arbitres sont là pour rester pareil. Là, tant que les joueurs ne seront pas des machines, je ne verrais pas pourquoi on aurait une machine derrière le marbre non plus. Là. J'avoue que tu as un point là-dessus. Ouais. Ben, c'est un peu dur, là, je veux dire. Enlever les arbitres font partie de la game. Là, donc, sans nécessairement enlever l'arbitre, que ce soit ouais. l'arbitre qui relaie la décision du système automatique au lieu que ce soit l'arbitre qui prend la décision. Parce que le système aussi, ça peut avoir, comme Philippe disait, là, il peut avoir des erreurs là, aussi. C'est pas 100%, ouais. 100% sans faute non plus, ces machines-là. Donc, Puis à la défense des arbitres, il y a eu des renversements qui étaient vraiment, vraiment limite. Je me rappelle qu'il y en avait un de Cal Raleigh contre Cleveland. C'était des millimètres dans la zone des prises. N'importe qui, à l'œil nu, aurait dit que c'était une balle, mais ça touchait à peine la zone des prises, donc c'était une prise. Donc, à la défense des arbitres, il y en a que c'est vraiment clair et net que c'est la mauvaise décision, mais des fois, ça joue à des millimètres. Il va y avoir un aspect stratégique bientôt à prendre avec les équipes, mais selon vous, c'est quand qui devrait challenger? C'est quand le meilleur moment pour challenger ces lancers-là qui sont un peu limites? Ben, la réponse plate que j'ai à te donner, c'est quand tu es certain que c'est une balle. Mais je pense que tu gardes ça dans des moments opportuns, dans des moments que tu as absolument besoin, puis que ce soit 2 retraits avec des coureurs en position de marquer d'un match serré. À moins que tu sois sûr à 115%
que c'était pas la bonne décision. Je pense que tu peux pas demander ça avant la 6e manche. Là. Selon moi, là, avant la 6e manche, c'est impossible, à moins que tu sois dans certains, puis je pense pas qu'un joueur essaierait non plus. Là. Mais 6e manche, dépendant du match, mais 7e manche, c'est plus, moi, je pense que c'est là que ça se joue. Puis je crois que c'est là qu'on va les voir le plus souvent. Ouais, moi, j'irais plus au niveau des comptes, peut-être. Peut-être pas challenger sur un compte de 0-0, une balle qui est un peu limite, mais sur un 1 et 1, il y a une grosse différence entre une apparition au bâton qui devient un 1 et 2 ou un 2 et 1. Ça change complètement ton approche. Et tu vois qu'au niveau des frappeurs, tu disais justement, il y en a qui réalisent qu'ils sont pas si bons que ça finalement. Seulement 48%, moins de la moitié en fait, des challenges à part des frappeurs sont changés du côté des receveurs et parfois des lanceurs, mais c'est plus souvent les receveurs qui vont demander une révision. C'est 60% le taux de succès. Donc, on a vu justement, c'est quand même rare de voir des lanceurs demander une révision. Pensez-vous que ça devrait tout le temps être le receveur qui fait la révision? Je sais qu'il y a certaines équipes qui ont des politiques comme ça, que le lanceur n'a pas le droit de demander une révision pour le système. Ben, moi, j'aime mieux que ce soit que tu ailles le choix. Tu sais, que les deux, que le receveur et le lanceur puissent challenger. Là. Moi, qu'une équipe mette une politique de genre, OK, toi, t'as pas le droit de le faire. Je veux dire, je trouve ça. Tu sais, t'as l'option. Là, fait que pourquoi tu prendrais pas une paire de yeux de plus pour. Tu sais, surtout que c'est le lanceur, il fait le lancer. Fait que je veux dire, il sait, là. La plupart du temps, je veux dire, c'est ça. Il est habitué de quel lancer il fait. Donc, je veux dire, d'enlever cette possibilité-là au lanceur, c'est un peu. Je trouve ça un peu. Ben, je parle pas d'en enlever officiellement. L'enlever, je veux dire, l'équipe qui l'empêche, là. Je veux dire, que l'équipe empêche, c'est ça. Empêche son joueur de challenger. Je vois pas l'intérêt, là. Moi, j'aime mieux que, c'est ça, que le lanceur-receveur ait l'option, que l'équipe donne l'option aux deux de pouvoir challenger. Puis, non, je verrais pas pourquoi que... Mais comment ça, y a-tu des équipes... je me souviens plus c'est quelle équipe, mais ont-tu un taux de réussite supérieur ou... Ben, c'est parce que du côté des lanceurs, ta vue est quand même loin de la zone des prises. Ouais, c'est pas ça. tous les lanceurs qui connaissent la zone des prises, aussi bien que les receveurs. Je pense que dans les équipes, tu sais à peu près quel frappeur connaît la zone, la connaît pas. Puis tu vois aussi que les receveurs connaissent beaucoup mieux la zone que les lanceurs. Je prends un exemple. Aroldis Chapman, l'an dernier, a dit dans son entrevue, ça prend avec un grain de sel, mais a dit qu'il commençait à essayer de placer sa rapide dans la zone. Avant, il faisait pas ça. Bon, je pense pas vraiment que ce soit 100% vrai, mais c'est un exemple. Je pense que les receveurs sont meilleurs à savoir comment gager un peu où sont... c'est où la limite un peu de la zone. Mais alors, le lanceur, il se connaît aussi, là. Je veux dire, s'il juge qu'il est pas capable de savoir, il va juste pas le faire de l'année, puis c'est tout, là. Ah, écoute, tu pourrais être surprise. Il y en a des fois qui sont vraiment sûrs, finalement, ils passent à côté, mais en même temps... Je pense que sur le coup de l'émotion, des fois, ça... Ouais, ils vont le faire, hein. Souvent, la main se ramasse sur la casquette sur le coup de l'émotion, là. Puis en série, là, je sais pas si vous avez vu, là, mais je pense qu'en série, ce serait bien qu'ils rajoutent un peu de suspense, prendre un petit 2 secondes de plus avant d'annoncer la décision. Là. Je pense que ça rendrait ça encore plus électrique. Là. Imagine la fin de 9e manche, série mondiale, Game 7.
Et là, un challenge. Et, Imagine les 5 secondes que tu es assis sur ton divan à écouter la télé. On s'en reparlera à ce moment-là, puis tu vas nous dire pourquoi j'ai dit ça au début de l'année. Tu vas me dire que c'était les 2 plus longues secondes que j'ai eues de ma vie. Donc, c'est très possible. C'est très possible. un couteau à double tranchant. Là. Ouais, c'est ça. Là, t'es content, mais si c'est toi qui se ramasse devant la TV, je pense pas que tu vas l'être. Non. Mais tu regardes les réactions dans le stade. Juste, on a vu les Reds pour le 2e match de la saison. C'est incroyable. Imagine, ça serait quoi en série? Là, ça serait. C'est le fun à voir. Parlant d'une équipe qui est moins fun à voir jouer, par contre, ces derniers temps, les Blue Jays qui connaissent un début de saison vraiment à oublier, là, un cauchemar. Là. Après avoir bien parti à machine avec un balayage face aux A's en première série, une défaite dans la série, en fait, contre les Rockies du Colorado, un balayage à Chicago contre les White Sox et une autre défaite de 2 matchs, un dans la série contre les Dodgers. Et les défaites contre les Dodgers, c'était pas nécessairement des matchs série. Le premier match, ça a fini 14-2, je ne me trompe pas. Une autre défaite de 4-1 dans le deuxième match où les Blue Jays se sont tirés dans le pied en laissant les buts remplis avec aucun retrait en 7e manche et partant de là sans aucun point. Tu vois aussi, Laurie, tu les as regardés jouer, là, il y a clairement quelque chose qui ne va pas quand tu compares ça avec cette équipe de l'an dernier. Ma question, là, est-ce que c'est trop tôt pour s'inquiéter? Est-ce qu'on peut s'inquiéter des Blue Jays ou c'est trop tôt encore? Là? Ben, oui, là. Ben, ouais. Ben, j'ai lu quelque chose tantôt, puis j'étais genre, ouh, déjà. J'ai lu que les chances qu'ils fassent pas une série sont plus hautes maintenant. Sont plus hautes que quand ils ont débuté, là. Fait que la série de défaites qu'ils ont eues, ça a fait quand même mal, mais en même temps, je sais pas, là, ça dépend à quel point les blessés reviennent vite. Parce qu'ils ont tellement blessé que ça donne ce qu'on voit, là. Fait que... non, c'est ça. Ça dépend à quel point les blessés reviennent, parce que c'est sûr que s'ils gardent l'alignement qu'ils ont en ce moment, ça va être un peu dur, là. Mais écoute, j'espère que pour eux, que ça va revenir vite, puis qu'ils vont pouvoir s'ajuster rapidement pour coller un peu plus les victoires que qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, parce que la saison va être longue, là. Oui, parce que tu parles de blessés. Alan Drucker qui est blessé pour les 6 prochaines semaines avec un pouce cassé et disloqué. La rotation, t'as quasiment l'équivalent d'une rotation complète qui est blessée avec Berrios, Bieber, Savage, on savait déjà avant le début de la saison. Mais là, tu as également eu Cody Pons qui s'est blessé au ligament antérieur du genou. Donc ça, c'est un 6 mois d'absence pour lui. Max Scherzer qui a quitté le match de lundi contre les Dodgers. Il y avait clairement quelque chose qui marchait pas physiquement. Rick Lauer qui est malade aussi. Donc, en début de saison, on disait les Blue Jays ont une très bonne profondeur chez les lanceurs partants. Une chance que Kevin Gausman et Dempsey sont là pour livrer la marchandise parce que sinon, il reste plus grand monde dans cette rotation-là déjà. Et on parlera pas de la relève, là, c'est très difficile. Brandon Little, je pense que les fans des Jays ont célébré son renvoi dans le 3A à Buffalo. Lui qui a été, disons, terrible, et je dis ça gentiment, en sa début de saison. Là, je vais vous dire ça, j'ai les stats devant moi. Une moyenne de points mérités de 24,55 en 3 manches et 2 tiers de travail depuis le début de la saison. Il a accordé 10 coups sûrs, 10 points mérités et 3 coups de circuit en seulement 24 frappeurs d'affronter. Une ERA+, ce qui est comme un peu la valeur d'un lanceur selon le reste de la ligue. Pour vous donner une idée, la moyenne c'est de 100. Il y a une ERA+ de 20.
donc, vraiment pas un début de saison espéré pour lui. Phil, vois-tu vois-tu un changement? Peut-être une acquisition à venir là, chez les Jays où il est trop tôt là, pour faire un move là, dans la saison. Ben, je pense qu'il est encore tôt. Là, la saison est jeune. Puis, comme tu as dit, Tom, au début de l'année, on se disait qu'on avait 6 bons partants. Ça comptait pas Max Scherzer. Puis là, on est rentré avec Patrick Corbin dans la rotation. Là. Je pense que ça parle par lui-même. J'ai pas. Mais écoute, il n'a pas connu une si mauvaise saison que ça l'année passée avec les Rangers. Là. non, je pense que sa réputation non, c'est de contrat a été plutôt, disons qu'elle le suit de loin, mais ouais. Je pense qu'il est encore tôt. C'est une longue saison, 162 matchs. On n'est pas. On a quoi, 12 matchs de jouer en ce moment. C'est pas la fin du monde. On est un petit peu en bas de 500, mais je pense que j'ai encore confiance en cette équipe-là. C'est sûr que Kirk qui part pendant plusieurs semaines, ça va être difficile, mais je ne crois pas qu'on va y aller sur des acquisitions de suite. Là. Je pense qu'on va voir qu'est-ce qu'on a, puis essayer de continuer avec ça. J'ai bien aimé Valenzuela lorsqu'il a joué, donc ça reste encore à voir. Là. Mais je ne penserais pas qu'on bouge beaucoup là, du côté des Blue Jays pour l'instant. Peut-être quelques signatures de profondeur, mais je ne pense pas qu'on va avoir des grosses acquisitions. Là. Honnêtement, je crois que la plus grosse style d'acquisition qu'on pourrait voir, c'est ce qui a été vu avec Sanchez contre Loperfido. Là. Je pense que ça va être si on voit des échanges ou des trucs de ce genre, ça va dans ces veines-là là, de joueurs de soutien contre joueurs de soutien. Puis... Est-ce que tu penses que le temps de Tyler Heineman est fait à Toronto? Là? En regardant la série contre les White Sox, il y a 2 de ces défaites-là, le vendredi et le samedi, que c'est de sa faute. Puis c'est des erreurs défensives, des erreurs sur les buts aussi. Là. Vendredi, qui a complètement botché un relais au premier but. Ça a ouvert la porte aux White Sox pour égaler le match et ensuite l'emporter en manche supplémentaire. Samedi, en 8e manche, s'est fait a raté son lancer alors qu'il avait son relais, alors qu'il y avait un coureur en souricière entre Marbre et le 3e but. Ça a, encore une fois, ouvert la porte aux White Sox pour venir prendre les devants et l'emporter plus tard dans le match. Et dans le même match, a mal jugé un ballon sacrifice, a décidé de partir au 3 pour un retrait qui était inutile puis qui a coupé un peu les jambes des Blue Jays pour revenir dans ce match-là tout de suite après son erreur. Donc, penses-tu que c'est un peu c'est un peu la fin pour lui à Toronto? Je pense pas que c'est la fin. Je pense qu'on le voit juste pas dans le rôle qui était désigné pour lui, mais c'est sûr que on pourrait voir un autre receveur peut-être prendre le relais, mais je pense qu'Heineman va rester dans l'entourage de l'équipe. Là. Il a fait du travail respectable depuis qu'il est arrivé avec les Blue Jays comme receveur secondaire, je dirais. Fait que je pense c'est sûr que là, avec Kirk parti, on va essayer de trouver une solution. C'est peut-être pas lui la solution à court terme, à moyen terme, mais à court terme, je pense que c'est la meilleure option, tout dépendant de ce que Valenzuela peut donner. Là, mais je crois qu'on va le garder, moi, je pense. Puis, offensivement aussi, il y a plusieurs problèmes. Là, à commencer par Addison Barger, qui lui aussi est blessé d'ailleurs. Seulement un coup sûr en 23 apparitions au bâton, une OPS Plus de moins 17. Je pense que j'ai jamais vu ça dans ma vie, une moyenne de seulement 0,53 au bâton. Nathan Lukes aussi qu'on voyait avoir un rôle important après son éclosion l'an dernier. Une OPS, il a fait pire, moins 27. Seulement 2 coups sûrs en 21 apparitions au bâton, de moyenne de 105.
une moyenne de puissance également de 105, une, une, une MPM, ouais, MPM de seulement 248. Ernie Clement aussi qui a un peu de difficulté et George Springer également. L'an dernier, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont sortis de nulle part ou qui sont vraiment qui ont rebondi après des saisons plus difficiles. Je pense à George Springer, Nathan Lukes, Ernie Clement. Pensez-vous que ces joueurs-là reviennent sur terre un peu cette saison, qu'on a un peu surestimé la part de ces joueurs-là? Ben, avant que tu poses cette question-là, moi, ce que j'allais dire, c'est que si les Jays veulent survivre jusqu'à temps que tout le monde revienne, il va falloir que leurs meilleurs joueurs soient les meilleurs, ce qui n'a pas été vraiment le cas en ce moment. Là, après ça, avec tous les noms, Clement, Springer, qui ont comme mieux joué et qui ont bien joué l'année passée, je veux dire, je m'attends à voir un peu la même chose, là, Je verrais pas pourquoi que... C'est sûr que là, avec les blessures, ça... C'est sûr que... Côté moral, c'est sûr que c'est plus difficile, j'imagine, pour les joueurs qui voient tous ces joueurs-là tomber. Mais en même temps, c'est des pros, fait qu'il faut qu'ils aillent à chaque match pour donner leur meilleur puis essayer d'être les meilleurs pour essayer de garder les Yankees le plus haut possible pour que quand tout le monde revient, qu'ils soient dans une bonne position pour faire un push pour éventuellement être dans le top 2 de la division. Mais écoute, pour répondre à ta question, je pense pas, non, que c'est des qui ont surperformé. Là. Non, je pense pas qu'ils ont surperformé. Je pense que c'est des joueurs qui sont capables de mieux faire que qu'est-ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison. Puis je peux inclure aussi Vlad, là, qui c'est le leader. Là, donc, ouais, Vlad reste Vlad. Ouais, c'est le leader de l'équipe. Là, fait que c'est sûr que j'aimerais ça les voir performer. Là, on veut voir l'équipe, la seule équipe canadienne, on veut la voir en série quand même. Fait que on espère qu'ils réussissent à survivre jusqu'à temps que tout le monde revienne. Là. Ouais. Finir ça un peu sur une note plus positive. Andrés Jiménez et Kazuma Okamoto ont d'excellents débuts de saison là. Du côté des Jays. Déjà 2 circuits pour Jiménez, 8 points produits, dont j'ai pas un terme en français, un walk-off contre les Aces dans la première série de la saison. Mais Okamoto également qui non, il peut pas avoir 20 rétro-bâtons, ça doit être une erreur. Qui connaît quand même un bon début de saison. Également, dans ses débuts en Amérique du Nord, et les lanceurs partants qui sont très bons. Kevin Gausman, qui sont à égalité. 26 rétro-bâtons, ça mène la Ligue américaine, les deux. Et des performances très dominantes de ces deux lanceurs-là, comme que j'ai dit. Une chance qu'ils sont là, ces deux-là, parce que sinon, le début de saison sera encore plus difficile. Puis mettre les choses en perspective, comme vous a dit Philippe, il reste beaucoup de baseball à jouer. L'an dernier aussi, ça n'avait pas été excellent comme début de saison du côté des Jays. C'est à partir de juin un peu qu'ils ont vraiment pris de renvol pour faire un jeu de mots aviaire. Et c'est ça. Je pense que les attentes qu'on a cette saison avec la fin de la saison dernière, je pense que ça a mis juste plus de yeux sur eux. Mais je pense que les Jays vont quand même se reprendre. Là. Ils sont à quoi présentement une fiche de 5 et 7, troisième dans l'Est. Mais en même temps, si tu perds la division ou rates les séries de 2-3 matchs, c'est ces matchs-là contre les Rockies, contre les White Sox qui vont te faire mal à la fin de la saison. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Mais. C'est sûr que la victoire d'hier a aidé là, quand même. Là. C'est hier, hein, ils ont gagné hier. C'est une journée de congé aujourd'hui, je pense, c'est ça? Oui, exactement.
Fait que, non, je pense que la victoire d'hier a aidé pour le moral de l'équipe. Puis le journée de congé aussi pour en profiter pour continuer à travailler pour aller chercher d'autres victoires. Mais je pense que cette victoire-là avant une pause pourra être bénéfique pour les prochains matchs. Oui, parce qu'en regardant la cédule des Jays, là, ok, non, je suis de retour. En regardant le calendrier des Jays, c'est pas des séries faciles, mais c'est des séries qui pourraient gagner 3 matchs contre le Minnesota. Ensuite, 3 matchs à Milwaukee, ça va être très difficile. Après ça, une série en Arizona et contre les Angels dans les 2 prochaines semaines. Donc, ça sera pas nécessairement facile, mais c'est des séries prenables pour les Jays. Puis je pense que c'est là qu'ils peuvent vraiment replacer le train sur les rails. Parlant d'un joueur qui replace le train sur les rails d'une équipe, Connor Griffin, qui a débuté avec les Pirates de Pittsburgh, avec beaucoup de fanfare, le meilleur espoir du baseball, qui a récolté son premier coup sûr de sa deuxième apparition au bâton pour les Pirates vendredi dernier contre les Orioles. Depuis ce temps-là, c'est un peu plus difficile au bâton, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, je pense que l'arrivée de Griffin a vraiment changé la vibe autour des Pirates, a vraiment augmenté les attentes qu'on avait envers cette équipe-là. Pensez-vous qu'avec Griffin et Skeens et le rajout qu'ils ont fait dans l'entre-saison, ils peuvent faire série? Pour faire les séries, c'est quand même une grosse demande là, du côté des Pirates, mais je pense que ça vient de donner sans nécessairement faire les séries, mais juste de donner un petit espoir. Tu sais, Connor Griffin, selon moi, a quand même bien joué. Là. J'ai regardé quelques matchs. J'ai trouvé que défensivement, en fait, de l'excellent travail. Tu sais, il était excellent défensivement. Au bâton, c'était un petit peu plus difficile, mais évidemment, un jeune de 19 ans qui n'a pas joué beaucoup dans les rangs professionnels, c'est à s'y attendre. C'est une petite adaptation. Mais je pense que ça donne aux Pirates un arme de plus là, dans leur sac. Puis pour lui, ça va être beaucoup de développement. Pour l'équipe en général, je pense que ça donne un bon vent de fraîcheur. Les séries, j'y crois pas nécessairement, mais je crois au fait que ça va débloquer un peu de leur côté, puis peut-être juste amener une saison un petit peu plus intéressante là, pour eux. Présentement, les Pirates qui ont une fiche de 7-5 dans une division centrale nationale où est-ce que tout le monde joue pour 500. Bon, c'est sûr qu'il y a une douzaine de matchs de jouer, là. Faut pas partir en peur, mais c'est quand même encourageant quand tu compares aux équipes, aux Pirates des années précédentes où est-ce que dès le début de la saison, c'était pas mal une des premières équipes qu'on disait, bon, ils n'ont aucune chance de faire série ou de même passer proche. C'était une des premières équipes éliminées. Donc, juste à voir cette équipe-là. O'Neal Cruz qui est devenu soudainement un frappeur de gaucher, ce qu'il faisait pas, ce qu'il n'a vraiment pas fait l'an dernier et même avant. Donc, je pense que juste les Pirates sont comme devenus un peu de nouveaux jouets, si vous voulez, la planète baseball. Tout le monde veut les voir avoir du succès, à part évidemment les fans leurs fans rivaux. Mais je pense que tout le monde qui sont neutres envers les Pirates veulent que cette équipe-là ait du succès parce que pour une fois, ils dépensent. Ils sont prêts à faire des moves pour gagner. Non, mais pour embarquer dans ta question aussi des séries, là, je pense pas, un peu comme Philippe, je pense pas qu'ils vont faire les séries. D'après moi, ils vont peut-être se battre pour les séries. Mais c'est sûr que l'arrivée de Griffin, ça amène un petit peu d'espoir puis un petit peu de un regain de vie, si on veut, là, autour des Pirates, chez les fans, chez les joueurs aussi. Fait que non, c'est une équipe intéressante à
à voir aller. Puis avec la fiche qu'ils ont en plus en ce moment, je verrais pas pourquoi ça pourrait pas continuer comme ça. Mais éventuellement, je pense que les équipes qui sont censées être en avant d'eux autres vont prendre le relais éventuellement au courant de la saison. Mais d'aller voir performer comme ça, c'est sûr que ça donne un bon espoir pour le futur, pour les fans, puis pour les joueurs qui sont là en ce moment. Là. Un excellent été pour être un fan des Pirates. Là, pour Yes. vrai, là. Pour une fois, là, il Il y mérite avait bien. quelque chose à un moment donné, là. Mm-hmm. Ça prenait quelque chose pour venir un peu compenser le mauvais début de saison à Paul Skeens. Là. Ouais, c'est ça. Paul Skeens qui a pas connu vraiment le meilleur des saisons. Son premier départ contre les Mets, ça a été complètement oublié. Après ça s'est un peu replacé contre Cincinnati. Un autre départ, je ne me trompe pas. Il a-tu lancé contre les Padres cette semaine? Je pense que oui. Je crois qu'il a lancé 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. Pour Skeens, c'est rare qu'on le voit avoir un petit peu plus de difficulté à récolter des victoires, alors que normalement, on est habitué de le voir lancer 7 manches, donner 1 point, puis Perdre. Donc, c'est un peu... ouais, c'est tout qu'un changement, mais... Ça va écoute, il s'est dit pour une fois, j'ai du support de bord d'attaque. Je peux lancer comme que je veux. Non, mais t'imagines quand il va être meilleur, quand il va Ouais, quand il revenir va... assez à ce qu'il est capable de faire à la base, je pense que pour les partisans puis pour les fans de baseball, je pense que c'est quand même excitant pour la suite des choses, là, s'il revient à ce qu'il sait faire. Là. Ouais, puis en plus, mais je pense que le concept des victoires, des défaites, surtout avec l'utilisation qu'on fait des lanceurs partants, là, ces dernières années, là, où est-ce que c'est rare qu'on voit des lanceurs lancer plus de 5 manches. Je pense que c'est un concept qui est à revoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le fait que de devoir lancer 5 manches avant de mériter la victoire, je pense que c'est quelque chose d'archaïque un peu. Là. c'est à revoir, mais d'un autre sens, je pense que c'est pas nécessairement à revoir, c'est juste ce chiffre-là perd de la valeur, là, selon moi. C'est juste, il n'y a plus nécessairement un prestige ou n'importe quoi avec les victoires. Là. Je pense qu'on c'est plus la première chose qu'on regarde, en tout cas de mon côté. C'est pas quelque chose que je regarde. Là. On regardait Skeens l'année dernière, pas nécessairement gagné beaucoup de matchs, mais on s'entendait tous pour dire que c'était probablement le meilleur lanceur de toute la ligue. Là, donc. Mm-hmm. Ben, je pense que la victoire du Cy Young de Skeens l'an dernier, ça a vraiment mis un peu le dernier clou dans le cercueil de ceux qui croyaient encore aux victoires-défaites comme étant le end-all be-all un peu d'un lanceur, là, d'un partant. Parce que c'est ça, comme tu as dit, quand ton lanceur te donne un 7 manches avec un point mérité puis que tu finis par perdre, c'est pas nécessairement de sa faute. J'ai regardé à plusieurs reprises Jacob deGrom lancer d'excellents départs avec les Mets pour finalement perdre le match. Et ça m'a fait beaucoup penser à Skeens. Parce que c'est un peu le même résultat avant. Mais bon, pour une fois, les Pirates sont prêts à dépenser, sont prêts à lui donner du support offensif, chose qu'ils n'avaient pas avant. Parlant des Pirates qui ont dépensé, on en avait parlé un peu lors du dernier épisode avant de passer à l'Ouest national avec Phil, mais c'est officiel maintenant. Connor Griffin qui signe un contrat de 9 ans, 140 millions, le plus gros contrat donné à un adolescent dans le baseball majeur. Le plus gros contrat également donné à un joueur qui n'avait pas joué dans les majeurs ou qui avait très peu d'expérience. Il y a également eu d'autres contrats comme ça. On va en parler un peu plus tard. Mais premièrement, pensez-vous que c'est mérité ou c'est seulement un peu selon les attentes et le hype envers
cet espoir-là. Moi, je trouve ça fou, là, de donner un contrat comme ça à un joueur qui a à peine joué, là. Mais Thomas, t'es-tu capable de me réexpliquer ce que tu m'as expliqué avant d'aller en ondes? Parce que tu sais, je t'ai demandé comment ça se fait qu'ils donnent des contrats de même à des joueurs sans expérience vraiment. Puis là, tu me parlais des 2 années de l'année d'arbitrage. Là, c'était Oui, pour ben, dans le fond, Ouais, ce genre de contrat-là, évidemment, ce genre de joueurs-là, ils ont le potentiel d'être des joueurs qui font chercher des gros contrats en tant qu'agent libre. Là, ça. Je parle de au-dessus de 300 millions. Donc, des vraiment très gros contrats. Puis évidemment, ces petites équipes-là ne peuvent pas compétitionner avec des marchés comme les Yankees, les Mets, les Dodgers, peu importe. Donc, de donner ces contrats-là à l'avance, ça vient acheter un peu, ça vient acheter des années d'arbitrage du joueur. Ça vient également acheter les deux premières années d'autonomie dans le cas de Griffin avec les Pirates. Donc, tu vas avoir, en théorie, les meilleures années du joueur avec ton équipe de petit marché. Puis oui, tu risques de le perdre plus tard, mais tu vas quand même avoir eu son apogée, son prime. Je pense que c'est un peu la meilleure technique pour les équipes de petit marché s'ils veulent voir un peu compétitionner avec les Dodgers, les Mets, les Phillies, les Yankees, ces équipes-là qui ont des moyens des moyens qui sont infinis. Là. Parce que c'est quand même un gros risque, non? Tu sais, je veux dire, le joueur, tu sais, oui, il a prouvé beaucoup dans le 3, puis partout où il a passé, mais ça veut pas dire que son jeu, il va se transposer dans la MLB, là. Fait que je veux dire, ils peuvent le payer, puis après ça, ils peuvent le payer un peu pour rien, parce que, mettons, là, que ça va vraiment mal, là. Mettons, dans le pire scénario, là, ça va pas, là. Ben, écoute, toi, Phil, qui a connu le cas de Scott Kingery, peux-tu nous expliquer c'est quoi les risques de... Le risque, c'est que le joueur ne se développe pas nécessairement de la façon que tu l'espères, puis qu'au final, tu te ramasses avec un joueur de remplacement, je dirais, un joueur qui fait la navette entre le 3 et les majeurs, puis tu le payes un montant d'un joueur partant. Donc, c'est un peu ça la plus grosse peur, mais je pense que du côté de Griffin, on est pas mal sûr de notre shot là, avec les Pirates. C'est le premier prospect dans le baseball majeur, mais évidemment, c'est pas le premier espoir des ligues majeures qui existe, puis c'est probablement pas le dernier non plus. On en voit qui jouent des rôles plus de soutien là, du côté de certaines équipes ou qui ont moins été bons. Ou d'autres qui ont d'autres problèmes qu'on ne parlera pas vraiment. Évidemment. Connor Griffin est très jeune, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça. C'est un joueur d'arrêt-court. Puis au final, les Pirates je pense les A's ont comme parti le bal, j'ai l'impression, avec les contrats de Lawrence Butler. On a signé aussi Jacob Wilson, Tyler Soderstrom. Fait que je pense que de ce côté-là, ça a comme un peu mis la puce à l'oreille aux Pirates là, de dire OK, on veut montrer qu'on est prêt à faire des gros moves. On a des bons joueurs qui s'en viennent. Je pense à Termarr Johnson qui vont s'en venir. On a Paul Skeens qui va être à re-signer aussi. Je pense qu'on veut mettre toutes nos chances de notre côté pour revoir Paul Skeens longtemps à Pittsburgh. Je pense que c'est ça un peu le message qu'il voulait passer. Oui, puis tu mentionnais justement un peu l'historique de ça. Je pense que les Aces ont signé une grosse partie de leur noyau à long terme à des petits contrats. Mais tu as aussi Corbin Carroll, seulement qui avait signé en, je ne me trompe pas, 2023, 8 ans, 111 millions. Qui est un des meilleurs contrats des majeurs. Les Brewers ont fait ça avec quelques-uns de leur espoir, dont Jackson Chourio, qui il est pas mauvais, on s'entend. Et je pense que
quand tu regardes historiquement, il y a plus de positifs à faire ça avec les meilleurs espoirs que de négatifs. Là. Puis je pense qu'il y a des contrats qui ont été plus négatifs. Je parlais de Scott Kingery tantôt avec les Phillies, mais également Christian Campbell. C'était des plus petits contrats, 60 millions, 24 millions. Donc le risque est moins la partie financière est moins grande quand le risque est plus élevé. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, je pense que c'est ça un peu la façon de ces équipes-là de survivre. Mais pensez-vous justement qu'il y a des équipes comme les Tigers, les Guardians avec Bazzana, des équipes comme ça qui vont emboîter le pas un peu et faire ça dans pas long. Et en disant ça, je réalise pas mal que ces équipes-là de petits marchés jouent dans la centrale, jouent dans les divisions centrales. Donc, je sais pas ce que ça dit à propos des majeurs, mais. Écoute, moi, s'ils veulent continuer à performer et tout, puis à rester performant, voilà. J'imagine qu'il va falloir qu'ils emboîtent le pas aussi, là, surtout s'ils ont des gros joueurs, des grosses recrues comme ça. Là. Mais c'est sûr que s'ils veulent rester dans le bas fond puis continuer à perdre, ils ne feront peut-être pas, mais si ils veulent montrer à leurs joueurs et à leurs partisans qu'ils sont là, eux autres aussi, j'imagine que ça serait quand même une bonne idée de le faire. Là. Ah, puis, ça date pas d'hier non plus. Là, on l'a vu, je pense aux Braves quand ils ont signé Ozzy Albies. C'est des contrats comme ça que ça te prend des bons contrats dans ton équipe si tu veux aller loin pour pouvoir payer des plus gros noms. Donc, au final, je pense qu'on veut garder le noyau à long terme, puis après ça, on mettra du muscle par-dessus l'os, mais ça nous prend un os solide. Bien dit. Puis parlant de contrats comme ça, j'ai oublié d'en parler. On a oublié d'en parler quand c'est arrivé. Ça arrive un peu avant le début de la saison. Mais il y a deux équipes, justement, les Mariners et les Brewers qui ont fait ça avec leur espoir. De Cooper Pratt des Brewers qui ont signé 8 ans à 50,75 millions. Et Colt Emerson, l'arrêt-court, qui avait le record jusqu'à Griffin, 8 ans, 95 millions dans son cas. Dans le cas de Cooper Pratt, je vois ça plus comme un risque. C'est un espoir qui est reconnu pour son gain en premier lieu. Et là, début de la saison dans le 3A, une moyenne de seulement 192, une WRC Plus de 24, si je me fie à Fangraphs. Donc, offensivement, c'est pas fameux. Le risque est plus grand. Du côté de Colt Emerson, choix de première ronde en 2023 des Mariners. Et tu ne donnes pas 95 millions pour avoir un joueur dans tes ligues mineures. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Donc, je ne serais pas surpris de voir plus tôt que tard dans l'alignement des Mariners. Selon moi, je pense que J.P. Crawford, qui devient agent libre à la fin de la saison, va évoluer sous d'autres à partir du mois d'août. Je ne serais pas surpris. Parce que en regardant son début de saison dans le 3, c'est tout le contraire de Pratt. C'est très bien habitué, lui qui avait joué déjà 6 matchs à ce niveau-là l'an dernier. Mais même l'an dernier, 2,85 de moyenne, une OPS dans les 830 environ à travers de 3 niveaux. Et cette saison, il poursuit sa cadence. Donc, c'est là que ça risque d'être très intéressant du côté de Seattle. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur ces contrats-là avant qu'on passe à d'autres contrats, mais sur des joueurs plus établis. Bon. J'espère que ça va marcher pour eux autres. Pour l'équipe. J'espère pour eux autres. Oui, c'est sûr. Du côté des Cubs, ils ont réglé deux gros dossiers avant le début de la saison en signant Pete Armstrong pour un contrat de 6 ans, 115 millions et Nico Horner, un contrat de 6 ans, 141 millions. Deux joueurs que leur contrat venait à échéance
au courant de l'hiver. Horner qui devenait agent libre sans restriction également. Donc, première question pour vous autres. Pensez-vous que c'est des bons contrats? Que les Cubs ont bien fait de signer à long terme? Du côté de Pete Crow Armstrong, je pense que peu importe qu'est-ce qu'il aurait demandé du côté des Cubs, on aurait négocié, mais on aurait fini par accepter. Là. Je pense que défensivement, c'est exceptionnel. Au bâton, excellent. Donc, c'est vraiment un joueur qui joue à une position premium sur le terrain, qui va faire partie du futur des Cubs pour des années encore. Donc, pour être franc, tu aurais pu me nommer n'importe quel montant, puis je t'aurais dit que c'était une bonne signature du côté des Cubs. Peut-être pas un montant à la Soto, mais c'est de ce côté-là. Puis du côté de Nico Horner, ça fait plusieurs années qu'on le considère comme le capitaine de cette équipe-là. Un excellent joueur de deuxième but. Il a évolué un petit peu à l'arrêt-court lorsqu'on a eu besoin de lui. Mais je pense que, encore une fois, je réutilise mon expression, mais là, on vient de solidifier les eaux. Puis là, après, on a voulu garder nos bons joueurs, nos joueurs de franchise, puis je pense qu'on ne le regrettera pas du côté des Cubs. La deuxième moitié de PC, t'as pas fait peur un peu? Pas nécessairement. Elle te fait peur, toi? Elle me fait très peur. Quand je regarde son pourcentage de chase, son taux de retrait au bâton, il y a vraiment une grosse différence entre la première et la deuxième moitié. Je ne sais pas ce qui s'est passé, puis c'est peut-être mécanique, c'est peut-être dans sa tête, je ne sais pas, mais il y a vraiment eu un switch entre la première et la deuxième moitié de saison. C'est sûr qu'il y a une bonne valeur. Là. Il y a la vitesse, il y a le gant. Ça va toujours avoir. Il va toujours avoir une équipe qui va vouloir ça. Par contre, au bâton, c'est beaucoup plus difficile depuis le match d'étoiles l'an dernier. Là. Puis même début de la saison cette année, il y a beaucoup de buts sur sa page de baseball savante. Prend pas beaucoup de lancers, pas beaucoup de buts sur balle, prend beaucoup d'élans qui sont pas très justifiés. Donc, c'est ça, je suis un peu inquiet. Là. Je pense que c'est peut-être un peu trop cher, mais en même temps, comme j'ai dit, défensivement et sur les buts, tu peux pas avoir mieux que ça, je pense. Non, puis c'est cher, mais d'un autre sens, t'aurais pas trouvé un joueur sensiblement du même calibre pour moins cher. Là. Je pense que c'était un peu ça de mon côté que je trouvais que c'était pas c'était bon parce que tu peux pas trouver un Pete Crow Armstrong. Il y en a pas deux comme lui dans la ligue, que ce soit bon ou pour les bons côtés ou les moins bons côtés. Là, mais je vois pas. Je crois pas que du côté des Cubs, on aurait eu mieux ou sensiblement pareil pour un prix moindre ou égal. Je sais pas pour toi, là, mais je pense que non, je pense qu'ils ont quand même eu à rabais. S'ils avaient attendu, peut-être que ça aurait coûté encore plus cher. On ne sait jamais. Puis sachant que les Cubs, c'est pas l'équipe qui dépense le plus dans les majeurs, je pense que c'est deux dossiers vraiment très importants. Je sais pas ce que tu en penses, Harry. Ben oui, mais moi j'avais parlé de son âge, il est quand même jeune encore. Là. Oui. Il est à quoi? Il est à... je pense, que j'ai vu. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, mais il est encore jeune, puis tu parlais de son bâton. C'est sûr que c'est un peu inquiétant, mais avec ce qu'il a montré par le passé, je veux dire, je vois pas le voir continuer à avoir autant de misère. Là. Éventuellement, il va finir par s'en sortir quand même. Là. Mais non, je pense que le contrat, il est quand même bien, surtout vu son âge. Je veux dire, 4 ans plus jeune quand même que Nicky Horner. Donc, non, j'aime le contrat. Ça vient solidifier aussi les bases de l'équipe. C'est quand même deux gros piliers là, qui viennent de signer. Puis, je pense pas que ça soit trop cher. Je pense que c'est un bon contrat. Puis, j'espère qu'il va revenir à ses performances qu'on est habitué de voir au bâton. Là. Je comprends, mais je viens de repenser à quelque chose, puis je comprends pourquoi il n'est pas fan du contrat. Moi, je pense que
Je pense qu'il y a un petit côté de lui qui aurait préféré avoir Pete Crow Armstrong au lieu d'une petite saison dans Javier Baez, mais je pense que ça vient de là un petit peu. Il vient te démasquer, là. Ouais, là, j'ai compris. Là, il a roulé pendant que le gars parlait, j'ai compris. Là. Je me demandais où c'est que t'allais avec ça quand je t'ai vu. Là. Pas besoin de me rappeler. Ah, cette fin de saison 2021. Là. Oh my god. J'ai tout compris. Là. Écoute, vous m'avez eu. Moi aussi, à baisse. Parlant d'arrêt court qui sont dans les nouvelles, Mookie Betts qui va rater une longue période du côté des Dodgers. On parle de 4 à 6 semaines, si ce n'est pas plus dans son cas. Pensez-vous que ça va faire mal aux Dodgers ou ils ne se sentiront pas vraiment? Ça fait mal. Là, ça fait mal, mais les Dodgers, c'est une bonne équipe. Là. Ils ont de la profondeur au bout. Là. Fait que, je suis d'accord. Je veux dire, tu les regardes jouer bon, c'est sûr qu'en la fin de semaine dernière, c'était contre les Nationals, ça vaut ce que ça vaut, mais contre les Blue Jays, c'est une machine offensive. Là, c'est écrit une oblique strain, l'oblique, je ne pourrais pas dire c'est où, mais... au niveau du ventre, au niveau des abdos. OK. Bon. Mais ça, c'est une blessure. Tu sais, Mookie Betts, on sait que c'est pas le plus jeune, commence à vieillir beaucoup. Mais du côté des Dodgers, c'est une équipe qui a les éléments pour le remplacer ou pour traverser sa blessure, c'est bien les Dodgers. Puis je pense que ça n'a pas nécessairement un rapport avec lui, mais un autre problème qu'ils vont avoir récemment, c'est prochainement, c'est quoi faire avec Dalton Rushing, qui a un excellent début de saison. Par contre, receveur, Will Smith est là pour encore 3 ans minimum, devrait revenir après. Tu peux pas le mettre comme frappeur désigné parce que Ohtani est là pour plusieurs années encore. Donc, tu fais quoi vraiment avec ces joueurs-là qui sont bloqués à cause des agents libres qui signent? Est-ce que vous les changeriez pour des espoirs, des danseurs? Ça? On n'a jamais assez de danseurs. Non, mais je pense que du côté de Rushing, on dirait que je le voyais peut-être bouger au champ extérieur, mais le problème reste le même, qu'on n'a pas de place. Mais non, peut-être au champ gauche. Je veux dire, si le joueur le plus remplaçable de Dodgers, ce serait Kiki Hernandez. Kiki et Teoscar. Oui, mais est-ce que tu vas changer Teoscar Hernandez pour mettre Dalton Rushing dans ton alignement? Je ne sais pas jusqu'à quel point tu es prêt à faire ça. Là. Mais non, c'est dur à dire. Mais les Dodgers vont trouver une façon d'être les Dodgers puis d'aller chercher soit un bon lanceur avec Dalton Rushing, peut-être un move plus proche de la date limite des transactions, peut-être. Mais du côté des Dodgers, je pense qu'on n'est pas pressé. Là. On va bouger l'alignement puis on va essayer de trouver une façon de le mettre dans certains matchs, mais c'est sûr que c'est toujours plus difficile quand tu as des joueurs étoiles quand tu as un joueur étoile à cette position-là. Mm-hmm. De ton côté, Larry, penses-tu qu'il va y avoir un problème chez les Dodgers? Éventuellement, sûrement. Là. Je veux dire, ils ne peuvent pas garder tout le monde. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'ils le fassent jouer. Ben, mettons qu'ils veulent l'échanger. Mettons que c'est ça leur plan. J'imagine qu'éventuellement, il va falloir qu'ils le fassent jouer. Pour que les autres équipes puissent le voir dans des matchs de la MLB. Fait que, écoute, ils peuvent pas tout garder. Fait que, je serais pas surprise de voir un échange pour se faire de la place un peu là, dans l'effectif, mais sont tellement full profondeur puis full joueur étoile partout dans la formation que à un moment donné, faut qu'ils fassent de la place à quelque part. Là. Ben,
c'est pas juste rushing, c'est aussi plusieurs autres espoirs. Je Ouais. pense à Zaire Hope, qui est classé comme dans le top 25 des meilleurs espoirs du baseball selon la MLB. James Tibbs aussi, qui connaît un excellent début de saison, avec dans le 3 avait été fait partie d'échange de Rafael Devers à San Francisco. Ensuite, a été échangé aux Dodgers contre Dustin May. Ça, j'en ai parlé en long et en large quand on avait parlé des Red Sox. Mais ça, à un moment donné, les Dodgers vont devoir faire la place à du monde. Et j'ai hâte de voir un peu qui va être l'agneau sacrifié du côté de cette équipe-là. Mais ça reste à voir. Bon, en terminant, on va commencer un nouveau segment officiellement la semaine prochaine, mais on commence de manière non officielle un nouveau segment, la série de la semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, nous trois, on va choisir une série à suivre dans le calendrier et on va revenir là-dessus lors du prochain épisode. Il y a quelques règles. On ne peut pas choisir une de nos équipes. Donc, je ne peux pas prendre une série des Mets. Larry ne peut pas prendre une série des Yankees. Et Phil ne peut pas parler des Phillies. Et il faut également changer d'équipe à chaque semaine. Comme ça nous permet un peu de voir ce qui se passe ailleurs dans les marchés qu'on ne va pas nécessairement regarder. Par exemple, une game des Rockies, si c'est le seul match qui est présenté à la télé, ok, je vais l'écouter. Mais dès qu'il y a une autre option, je vais changer de poste. On s'entend. Donc, ça nous force un peu à écouter d'autres équipes, à voir un peu d'autres baseball. Qui est-ce qui voulait y aller en premier pour la série de cette semaine? Je vous laisse y aller, moi. Je suis pas. T'es pas décidé encore? Je suis pas stressé. OK. Bon, ben, écoute, moi, je vais y aller. Je pense que le choix était clair là, pour vous dire. On enregistre ça le jeudi, mais on était supposé enregistrer mardi et on avait fait nos choix le dimanche, donc avant le début des séries cette semaine. Et selon moi, le choix était très clair. C'était la revanche de la série mondiale, qui n'a pas vraiment été une revanche finalement, entre les Dodgers et les Blue Jays. Et écoute, je pense que c'est une série qui. J'ai beaucoup de trucs à dire sur cette série. Et aussi, une petite expression que j'ai oubliée. On donne aussi notre MVP de la série. Le joueur qui s'est le plus distingué lors de la série. On va donner notre petit trophée à chaque semaine. Dodgers Blue Jays, pour ma part, je vais vous venir là-dessus la semaine prochaine. Toi, Larry? Là, tu me prends le cours, je suis en train de regarder le calendrier. Mais si Philippe, t'as déjà quelqu'un, vas-y donc. Moi, j'avais série de la fin de semaine, les Angels contre les Reds. La bataille des Rouges. Parlant de bataille, il y a des Angels qui sont habitués des batailles. Là. Je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé mardi. Je te laisse y aller. Contre les Braves, Jorge Soler et Reynaldo Lopez qui en sont venus au coup. Les bancs sont vidés. Des suspensions ont été données également. Et le gérant des Braves de 62 ans a plaqué Soler. Je parle d'un plaquage de football. Et Soler, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un petit bonhomme. Là. C'est un gros. C'est un athlète. Là. Quand tu penses à un cogneur, c'est exactement lui que tu te fais. Que tu as en tête. Donc, c'est chapeau à Walt Weiss de ne pas s'être blessé sur la séquence. Mais ouais, excuse-moi, Phil, ma parenthèse de violence. On sait que tu es un homme violent, mais c'est pas vrai. Mais non, je pense que j'aime bien regarder Chase Burns lancer. C'est un excellent lanceur qui est extrêmement. Une balle rapide exceptionnelle, qui a du stuff incroyable, donc toujours le fun à regarder lancer. Du côté des. Donc, c'était un petit peu ça, là. Chase Burns lance vendredi. Brandon Williamson aussi, lanceur gaucher que j'aime bien. Du côté des Reds.
Puis pour ce qui est des Angels, ben là, après ce que Joe Adele a fait cette semaine, avec ses 3 circuits volés, je pense que Joe Adele, c'était un de mes candidats breakout là, de l'année. Donc, je veux suivre ça de près. Donc, de mon côté, les Angels, Joe Adele, c'est un joueur à regarder. Là. Je ne parle pas de Mike Trout, mais du côté de Joe Évidemment, Adele, Mike Trout. c'est un joueur que je veux suivre là, de près. Mm-hmm. Et Laurie, maintenant? Je suis encore... vous, est-ce que vous avez une série à me proposer? Moi, pour la fin de semaine... D-backs Phillies. J'hésitais entre les Blue Jays et ça. Ouais, c'est toujours... c'est un rematch, ça va me rappeler certains mauvais souvenirs de voir Alec Thomas au bâton. Mais, sinon, moi, mon autre choix, c'était les Astros contre les Mariners. Mais c'est sûr mais que c'est ça. c'est juste ça le... Ouais, c'est un peu tard. Hein? C'est que tu vas peut-être te coucher tard. Ouais. Mais pour vrai, c'est une des games que je regardais pour demain, c'est Astros puis Mariners. C'est un peu ça qui m'a mais si je m'attends pas, c'est une série qui commence ce soir, c'est peux-tu? Ouais, ça se peut. Non. Ok, ouais, non, c'est demain. Écoute, je vais y aller avec celle-là, je pense, même si je vais me coucher beaucoup trop tard, mais c'est pas grave. La fin de semaine arrive, fait que je devrais survivre. C'est parfait. Écoute, un excellent match-up que tu as pris. Ouais. Donc, pour nous, à moins que vous aviez d'autres choses à mentionner pour cette première 2 semaines d'activité. Non? Bon. Ouais, effectivement, je pense qu'on a fait le tour et même qu'on aurait pu en parler beaucoup plus, mais je pense qu'on va s'arrêter là cette semaine. On espère que vous avez apprécié l'épisode à la maison. Phil, Laurie, merci beaucoup d'avoir été là également. Et on vous invite à suivre l'Enclos de relève sur YouTube, Spotify, Instagram, Apple Podcast, Facebook également. On ne pense pas souvent là-dessus, mais écoute, si vos parents qui nous écoutent, si vous avez le goût de nous suivre, on est également sur Facebook. Et on espère que vous avez passé une belle semaine de baseball. Et on se revoit la semaine prochaine pour encore une fois parler de balle. Ciao du monde.